Bonjour à vous. Aujourd'hui, pour vous aider à quitter le métro boulot dodo et à vivre la vie de vos rêves, je voulais discuter d'un outil essentiel avec vous et c'est le développement personnel par l'action. Alors pour ce faire, j'ai invité le spécialiste du développement personnel par l'action, Mathieu Vénis, et on va passer 15-20 minutes à discuter avec lui de ses croyances limitantes, de comment il sort de sa zone de confort et de trucs et astuces pour vous aider à prendre confiance en vous. Alors, j'espère que vous êtes installés confortablement et je vais laisser la parole à Mathieu pour se présenter brièvement. Alors, salut Claire, salut à tous. Tu l'as dit, je m'appelle Mathieu Vénis. Tu as cité le développement personnel par l'action. Donc, en effet, c'est le nom que j'ai donné à mon approche. Alors, j'ai créé le site, donc j'ai un site qui s'appelle Penser et Agir. Je l'ai créé en février 2012. Et depuis février 2012, j'ai écrit de nombreux articles, j'ai réalisé de nombreuses formations autour de cette approche qui s'appelle donc le développement personnel par l'action. Et sachant que je m'intéresse au développement personnel et plus largement à la psychologie depuis que j'ai 17 ans. Donc là, aujourd'hui, pendant qu'on fait cette interview, j'en ai 32. Donc ça fait 15 ans que je m'intéresse à ça. Et quand je dis que je m'intéresse, c'est vraiment que je pratique énormément, que j'agis énormément, que j'expérimente énormément. Et c'est pour ça que j'en suis venu à appeler mon approche, à définir mon approche, le développement personnel par l'action. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est marrant qu'on fasse cette interview aujourd'hui, c'est une synchronicité, on va dire, envoyée par l'univers. J'ai reçu aujourd'hui mon contrat d'Uno, donc sur le bouquin qui va sortir en septembre 2019, exclusivité, parce que Wow, je l'ai encore dit nulle part à part à ma communauté, donc sur mon site. Donc il y a un livre qui sortira en septembre 2019. J'ai commencé à rédiger le manuscrit en août 2018, donc là c'est presque fini. Et j'ai reçu mon contrat aujourd'hui, il est juste sur ma table là-bas. Et donc voilà, donc tout est officiel et donc je suis officiellement auteur donc aux éditions Duno pour justement écrire un livre sur cette approche particulière du développement personnel qui est le développement personnel par l'action. Alors juste en deux phrases, comment j'en suis venu à définir ça et à définir ma propre approche du développement personnel? On pourrait se dire c'est bizarre, c'est pédant, pourquoi ce gars-là ferait quelque chose de différent? En fait, il faut savoir que je suis pas psy, je suis pas coach, j'ai pas de diplôme en psychologie ou quoi que ce soit ni de certification en coaching. Je suis ingénieur et ingénieur d'études plus particulièrement. J'ai travaillé pendant 4 ans pour Thales, donc, qui est une société leader dans l'aérospatiale, et puis aussi pour Airbus, donc qui fait des avions. J'ai travaillé aussi pour EDF, pour Rolls-Royce, Alstom, donc toutes les grosses boîtes françaises. Et j'étais spécialisé dans ce qui s'appelle l'ingénierie des modèles. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est la capacité à prendre un problème dit complexe, mathématique, hein, le simplifier de façon abstraite, avec généralement des schémas très simples, raisonner sur ces schémas très simples, trouver des solutions et ensuite vérifier si les solutions s'implémentent dans la vie réelle sur les problèmes complexes. Et moi, je me suis dit tout simplement, j'ai plein de techniques qui fonctionnent pour des trucs super compliqués comme l'aérospatial, le militaire, la médecine, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer ça à un autre problème complexe qui est aussi ma passion et qui est la psychologie et le développement personnel? Donc j'ai pris les méthodes de l'ingénierie, j'ai pris mes connaissances en psychologie, j'ai pris tout ce que j'avais expérimenté dans ma vie, j'ai mélangé tout ça, j'ai fait ma tambouille, l'ikigai, comme on dit en développement personnel, et j'ai créé l'approche, le développement personnel par l'action, dont je parle du coup sur Penser et Agir et dans toutes les interviews que je fais. d'accord. Et pour revenir sur ton bouquin, ça va traiter de quoi spécifiquement? Alors, on n'a pas encore le titre définitif. Pour l'instant, l'idée, ce serait c'est décidé, virgule, je change de vie. Et en fait, Ok. c'est une méthode pratique, vraiment pratique. C'est pas un livre compliqué à lire, avec une trentaine d'étapes. Avec chaque étape, donc tu as un texte qui explique ce qu'il faut faire. Donc, on part de la définition des valeurs, comment identifier ces valeurs, etc. En découler une vision, un projet de vie, trouver la première action, maintenir la motivation, jusqu'à la dernière partie sur la loi d'attraction et un peu un aspect spirituel. Donc on couvre tout le développement personnel. Et à chaque fois, chaque étape, on a une infographie, donc une espèce d'image qui va t'ancrer dans ta mémoire visuellement l'étape et qui construit un puzzle au fur et à mesure. Et chaque étape est accompagnée d'un exercice pratique où la personne, du coup, au dos de l'infographie, fait son exercice pratique et en fait crée un petit peu ce que j'appelle métaphoriquement le puzzle de sa vie, où elle assemble son chemin au fur et à mesure qu'elle fait le livre. Puis après, c'est complété d'une formation en ligne qui est offerte à toutes les personnes qui achètent le livre, enfin, qui achèteront, parce que le livre n'est pas encore sorti, la formation n'est pas encore faite, mais voilà l'idée, le concept principal. Vraiment dire aux gens, changer de vie, c'est complexe, c'est un problème complexe, ça peut s'implémenter de plein de manières différentes. Il y en a qui vont créer une boîte,
d'autres qui vont juste écrire un bouquin, d'autres qui vont juste décider de se mettre à la retraite, changer de boulot, reconversion professionnelle, salarié ou quoi que ce soit en fait. C'est un point complexe. Par contre, les étapes pour changer de vie au sens large du terme seront toujours les mêmes. Identifier ses valeurs, s'aligner à ses valeurs, définir sa vision, la transformer en projet, trouver la première action, s'organiser, définir des objectifs, etc., etc. Et donc, il y a une étape à chaque fois. Et c'est l'implémentation, on va dire, parfaite, ultime, de l'approche, le développement personnel par l'action. Plutôt que d'avoir un truc abstrait, on le vraiment un truc concret dans un bouquin. Voilà. Ok. Donc en fait, tu as une approche très scientifique ou rationnelle du développement personnel? Alors en apparence, oui, c'est-à-dire l'application, l'action dans le développement personnel va être hyper pragmatique et cartésienne. Par contre, ça n'empêche pas du tout d'adresser des problématiques beaucoup plus spirituelles et beaucoup moins cartésiennes, comme la loi d'attraction. Si tu regardes un peu derrière moi, là-bas, j'ai un Bouddha, là. Je sais pas si Ouais. on voit bien, je suis la caméra traversée. Juste au milieu, il y a un bol tibétain. Donc pour ceux qui connaissent, c'est en tournant avec un bâton, ça fait des sons qui vont réveiller enfin, certains chakras suivant la fréquence et tout. Donc on peut bien entendu adresser des thématiques spirituelles, mais dans la fin des choses est toujours sur la planète Terre, dans le physique. Et, sauf si on rêvasse et qu'on visualise. Mais même pour visualiser, on peut trouver une méthode pratique. Par exemple, je vais donner un exemple super simple. On parle de loi d'attraction, on dit il faut visualiser. Et quand on dit visualiser, c'est pas juste visualiser, c'est avant tout ressentir. Déjà, il faut comprendre ça. Donc ressentir les émotions, ressentir l'état interne dans lequel on serait si on avait ce qu'on veut. Et de cette manière, ce que dit la loi d'attraction, c'est qu'on va avoir des synchronicités dans la vie, ça va envoyer des situations. Il faut avoir un filtre de perception qui s'appelle le système réticulé activateur, si on prend le côté scientifique, tu vois, de la chose. Donc une glande dans le cerveau qui va filtrer un peu ce que tu perçois. Et en fonction de ton état interne, donc ce que tu ressens et des sensations que tu as, tu vas percevoir certaines choses qui seront ou non donc du coup des opportunités et que tu vas pouvoir actionner ensuite. Donc, la loi d'attraction très spirituelle, ce que je viens de te dire, visualiser, c'est ressentir des émotions. Ton système réticulé activateur va percevoir différentes choses dans la vie, activer une opportunité, ce que j'appelle actionner dans le développement personnel par l'action, qui se fait ensuite un élément déclencheur, une création de déclic, etc. Tu vois? Et en fait, moi, ce que je veux, c'est dire, il y a des trucs spirituels un peu complexes à aborder, où tout le monde se paume plus ou moins, où tout le monde attend un chèque de 10 000 € par la poste qui arrivera jamais. Et moi, je leur dis, si vous voulez votre chèque de 10 000 €, je vais vous donner étape par étape comment le matérialiser dans votre vie. Et on va redéfinir chacun des concepts. Un autre concept que je redéfinis dans le développement personnel par l'action, on dit que pour la d'attraction, il faut croire. Et je dis, mais croire, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est vraiment croire? Et donc la définition que je donne, c'est croire, c'est savoir à l'avance. Ça veut dire qu'on doit avoir la certitude que ça va arriver avant que ça arrive. C'est ça pour moi, croire. Et la plupart des gens définissent croire comme l'espoir ou espérer quelque chose. Quand on espère quelque chose, on a envie que ça arrive dans notre vie, mais on n'y croit pas vraiment. Alors que si on croit et qu'on remplace croire par savoir à l'avance, si on sait à l'avance que ça va arriver, ça limite l'ambition derrière la croyance. Et quand on dit je crois que je vais avoir, eh bien on va croire jusqu'à ce qu'on peut vraiment croire, jusqu'à ce qu'on peut vraiment savoir à l'avance. Quelqu'un qui croit qu'il va devenir millionnaire du jour au lendemain, il va jamais le savoir à l'avance, il va l'espérer. Tu vois la différence? Et donc, juste, je te donne des exemples pratiques pour bien comprendre ça. C'est vraiment donc le développement personnel par l'action, c'est très pragmatique, très scientifique, très cartésien, mais ça n'empêche absolument pas d'adresser des problématiques qui vont être de l'ordre du spirituel, de l'émotionnel ou autre. En tout cas, tout ce qui a trait au développement personnel. Oui. Et le mot-clé, c'est de passer à l'action, même si on exerce la loi de l'attraction, mais vraiment de faire arriver, quoi. Bah, de toute façon, alors là, on parle de loi d'attraction, mais bon, loi d'attraction, c'est pas du tout la thématique principale de mon blog. Au contraire, j'en parle très peu d'ailleurs. C'est quelque chose que je fais plus personnellement. Sur mon blog, on est encore en dessous. Je pense que la loi d'attraction, c'est un truc qui est au-dessus. J'ai une formation payante sur la loi d'attraction. Elle est même pas vendue en fait. Elle est offerte à tous les gens qui suivent une formation qui leur enseigne comment s'aligner à leurs valeurs. Parce que je veux pas donner de conseils sur la loi d'attraction avant que la personne soit déjà alignée par rapport à ses valeurs. Si elle n'est pas alignée par rapport à ses valeurs, ça sert à rien de chercher à tirer des millions d'euros, quoi. Donc oui, tout se passe dans l'action, rien ne se passe dans la tête, parce que même quand on est dans la tête, c'est ce que j'expliquais, la visualisation, c'est des ressentis, et les ressentis, c'est physique. Donc il faut agir, donc il faut faire sa méditation quotidienne. Donc après, ça dépend le protocole qu'on va avoir pour matérialiser les choses dans sa vie. Moi, j'aime bien méditer 5-6 minutes par jour, vraiment pas longtemps. Et donc ça se passe dans l'action où on se dit, on a un rituel matinal, donc c'est l'étape du rituel matinal.
C'est une étape du développement personnel par l'action où tous les matins, on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Alors, est-ce qu'on va méditer? Moi, je fais mon café, je médite, j'écoute de la musique, je prends ma douche, je fais ma toilette. Tu vois, c'est tout ça. Et c'est tous les matins pareil, en mode robot, pragmatique, routine. Mais routine vertueuse. Pas dans le sens routine, on s'ennuie ou on s'oblige. Vraiment vertueuse. Et je pense que plus on routine sa vie, on crée des routines dans sa vie, mais des routines qu'on a vraiment envie de suivre et qu'on pourrait suivre à vie en étant heureux, et plus on va avoir une vie épanouie, tout simplement. Donc c'est dans Ok. l'action tout le temps. Mm. Ok. Et quand on regarde toutes tes vidéos, tout ton site internet et tout ça, on se dit que tu as atteint ta vie idéale et on se dit que tu t'as pas t'as plus de croyances limitantes. Et donc, Mm. je voulais discuter de ça avec toi, des croyances limitantes, parce que je pense qu'en fait, on en a tous et il y a des moyens de les surmonter. Et je voulais que tu discutes de ça avec nous, de comment, quelles ont été tes grosses croyances limitantes et comment tu as réussi à les surmonter. D'accord. Alors les croyances limitantes, je vais commencer par l'exemple, un exemple pratique de ma vie personnelle qui m'est arrivé et qui m'a fait m'intéresser au développement personnel. Et ensuite, un peu la théorie qu'il y a derrière et ce que j'en ai déduit après pas mal d'années de réflexion. La première chose, c'était que quand j'avais 17 ans, donc du coup, juste l'année où je me suis intéressé au développement personnel, à cette époque-là, j'étais hyper timide, j'étais un peu gras, j'étais pas sportif, j'avais un peu des boutons, enfin j'étais vraiment le geek. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ensuite une fac d'informatique et que je suis devenu ingénieur en ingénierie des modèles, qui est un domaine de l'informatique en fait, Mm. où on modélise informatiquement des process. Donc j'étais très timide et à ce moment-là, quand on a 17 ans et qu'on est un homme en tout cas, on veut séduire les filles. C'est le truc, on veut plaire aux filles. Le seul but dans la vie d'un gamin entre 12 ans et 18 ans, c'est de séduire les filles. C'est pas de trouver sa voie ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, moi et tous mes potes, c'était on veut séduire les filles. Donc j'avais un énorme problème là-dessus. J'étais super timide, je n'osais même pas lever la main en classe. Donc, même pas aborder les filles, c'était même demander l'heure dans la rue ou autre. J'étais quelqu'un de timide et de réservé. C'est-à-dire que dans ma famille, j'étais assez énergique et grande gueule, mais dans le monde réel, j'étais quelqu'un de timide. Et un jour, un matin, je m'en souviendrai toute ma vie de cette anecdote-là, c'est que je me réveillais pour aller prendre le tram, pour aller à la fac. J'étais à la Mm. faculté des sciences et techniques de Nantes, et je courais pour atteindre mon tram. Parce que j'étais quelqu'un qui était... j'étais pas en retard, mais j'étais pas non plus en avance. Et puis, je sais pas si t'es comme ça, mais la plupart des gens, on a ce réflexe, quand on voit le métro ou le tram, là c'était un tramway en l'occurrence au loin, on court pour le rattraper. Donc moi, je cours comme ça, j'avais une clémentine dans la main, parce que je mangeais ma clémentine. Comme je partais vite de chez moi, je connais pas vraiment de petit déjeuner, tout ça. J'avais ma clémentine dans la main, je courais comme ça, je monte dans le tram, les portes se referment, boum, je vois une fille sublime à l'arrêt de tram, Ouais. dehors. Je me dis, waouh, elle est sublime. Je venais de me séparer de ma première copine à l'époque, avec qui j'étais resté longtemps, mais c'était une relation un peu bizarre. Enfin, tu veux, les premières copines, c'était pas vraiment ça. Et je me dis, mais celle-là, elle est super. Et je peux pas lui parler en fait. Elle est à 1 mètre de moi, mais la porte du tram vient de se fermer. Ouais. Je m'assois dans le tram, et là, en fait, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Mathieu t'a couru derrière ce tram? Est-ce que tu es en retard? Non, pas spécialement. Il y a des trams toutes les 2 minutes. Pourquoi est-ce que tous les matins tu cours? Est-ce que ce serait pas plus intelligent de marcher déjà, de prendre le temps de respirer, et même sans encore rentrer dans les notions de moment présent, de vivre l'instant présent, de ressentir les choses au présent vraiment, déjà je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je cours en fait? Tout simplement. Pourquoi est-ce que tous les matins je fais le choix de courir? Et je me suis dit, je vais m'intéresser à la psychologie des choix. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on choisit de faire ce qu'on fait, et pourquoi est-ce qu'il y a une partie de ces choix qui va être inconsciente et une partie de ces choix qui va être consciente? Et Comme comment ça, faire en sorte... Comment? un déclic comme ça dans ce tram C'est où dans tu dis. quand j'étais assis en y allant, je me suis dit, mais pourquoi, bon sang, j'ai fait ça? Parce que finalement, une situation anodine, c'est ce que je dis dans une de mes formations, l'élément déclencheur, il faut être capable de transformer une situation qui peut paraître anodine pour n'importe qui, Mm. courir derrière un tram, en événement remarquable pour soi qui va changer sa vie. Et donc, je me disais, donc je me suis renseigné là-dessus, et je suis tombé sur les travaux de Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, qui sont des universitaires, des chercheurs à l'université de Lille en France, du coup c'était français, qui ont mis en exergue 2 types de choix, qui sont le choix rationnel et le choix de rationalisation. Pour la faire courte,
vraiment par rapport à ce que je veux moi. Le choix de rationalisation, c'est j'agis et puis par rapport à la société, l'environnement, etc., je vais rationaliser mon choix pour que mes valeurs correspondent au choix que je fais dans ma vie et pas l'inverse. Ouais. Donc en gros, c'est si j'étais petit, que je voulais faire des concerts de rock et qu'aujourd'hui je suis banquier, bah, je rationalise ma vie en disant que être musicien dans un groupe de rock, c'est pas possible, j'avais pas de talent, etc. Et que je suis bien mieux en étant banquier parce que je peux avoir un prêt bancaire pour acheter mon appart, etc. Là où le choix rationnel, ça va être le gars qui va faire tous les castings du monde pour être chanteur de rock en disant non, c'est ma vie, c'est ça que je veux faire, j'en ai rien à foutre d'être banquier ou de faire un prêt bancaire, je veux être joueur de rock. Donc ça, c'est ce qui m'a fait m'intéresser au développement personnel et à cette idée de comment est-ce que je vais dépasser ma croyance limitante. C'est-à-dire, si on le pragmatise et on le rationalise, on arrive à la théorie, au développement personnel par l'action. Dépasser ces croyances limitantes, c'est avoir la capacité de faire un choix rationnel, c'est-à-dire qui est bon pour nous, plutôt que de rationalisation, c'est-à-dire qui est adapté au monde qui nous entoure, et aux croyances et à notre cercle social, etc. Donc j'ai commencé à me poser ces questions-là, et je me suis dit, si je veux faire... donc là, c'était aborder les filles, mais après, il y a eu plein de choses, parce qu'après, il y a eu quitter mon job d'ingénieur, créer ma boîte, embaucher des prestataires, créer des formations en ligne, les vendre, enfin, faire du sport, méditer, enfin, tous les trucs après, tu vois, qui sortent de l'ordinaire et que les gens ne font pas. Ouais. Et je me suis dit, il faut que je trouve l'action la plus simple possible qu'il soit possible de faire pour que ça m'aide doucement à tendre vers mon objectif qui pour l'instant est un mur total et que je ne peux pas dépasser. Donc si on prend l'exemple d'aborder une fille dans la rue, mais ce n'est pas forcément le meilleur exemple, on peut le faire avec n'importe quel autre exemple. Mais je me suis dit, ok, mon choix rationnel, c'est je veux réussir à aborder quelqu'un dans la rue si cette personne me plaît, sans passer pour un pervers, sans passer pour un mec bizarre, et puis sans aussi être frustré moi en me disant je ne l'ai pas fait et me retrouver dans ce drame à y penser. Et je me suis dit quelle est l'action la plus simple à faire. Donc l'action, c'est d'aller parler à cette fille-là. Enfin, une fille qui me plaît. Je me dis, ok, bon, parler à une fille qui me plaît, c'est trop dur pour moi. Donc, quelle est l'action avant? C'est parler à quelqu'un. Ok, je suis quelqu'un de timide et tout. Bon, on va parler à un homme. Déjà, ce sera plus facile. Ouais, mais bon, je sais pas quoi lui dire. Bon, bah, trouver quelque chose à dire à un homme. Ok, un truc qui passe. Quelle heure est-il, par exemple, dans la rue? Ouais. Ok. Je me dis, ok, bon, ça, demander l'heure à quelqu'un, je suis capable de le faire. Surtout si c'est un mec et tout, il n'y a aucune pensée derrière. Parce que finalement, la croyance limitante, faut pas oublier qu'elle est dans l'imaginaire. Ouais. Elle n'est pas dans l'action, elle est dans la pensée. Donc il y a une dualité entre la pensée et l'action. Donc je me suis dit, ok, demander l'heure à quelqu'un, je sais le faire. C'est pas compliqué. Ben, je vais le faire. Je vais le faire 10 fois, 20 fois, 30 fois, jusqu'à ce que ce soit naturel et que ce soit super. Que ce soit, comment dire. Tu sais, tu as les étapes de la compétence en développement personnel. On dit qu'il faut arriver à l'étape inconsciemment compétent. C'est-à-dire, je le fais sans même réfléchir à le faire, quoi. Et donc, je me suis dit, bah, sur demander l'heure à un homme dans la rue, bah, je vais le faire jusqu'à être inconsciemment compétent. Je le fais 10 fois, 20 fois, 30 fois. Tu vas dans la rue, tu fais un par un les gens comme ça. Ok, super, j'y arrive. Bon, bah, c'est cool. C'est quoi l'étape d'après? Bah, je l'ai fait avec un homme, je vais le faire avec une femme. Ah, une femme, c'est trop compliqué. Je vais le faire avec une mamie. Ça reste une femme. Ok. Je fais 20, 30 fois. Ok, super, c'est facile. Maintenant, je rajeunis. Je vais le faire avec une dame de 40 ans. Ok, pouf, j'y arrive. Je vais le faire avec une fille de 30 ans. Je vais le faire avec une fille de 20 ans. Mais je vais la prendre pas jolie, qui m'attire pas trop. Comme ça, j'aurai pas trop le déclenchement émotionnel. J'y arrive sans problème. Je vais commencer avec la fille jolie. Et maintenant, en fait, je suis passé de je suis incapable d'aller aborder une fille dans la rue à je suis capable de demander l'heure à une fille jolie. C'est quoi l'étape d'après? Bah, pas que demander l'heure. On va essayer de, une fois qu'on a demandé l'heure, poser une question et on va définir la question à l'avance pour y arriver. Et ainsi de suite comme ça. Et en fait, quand tu fais ça, bah, si tous les jours tu en fais 10, au bout de 10 jours tu en as fait 100, au bout de 100 jours tu en as fait 1000. 100 jours, c'est quoi? 100 jours, c'est 3 mois. Ça fait 3 mois et 10 jours, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'en 3 mois et 10 jours, tu es passé de quelqu'un qui est timide et a peur d'aborder les gens dans la rue, quelqu'un qui a abordé 1000 personnes en 3 mois. Dis-toi que dans la vie d'une personne, aborder 1000 personnes, c'est pas en 3 mois, quoi. Donc tu viens d'avancer, tu as fait un pas énorme en 3 mois, alors que les autres ne le feront jamais, resteront en disant, bah non, mais j'ai peur d'y aller, j'ai peur d'y aller. Donc la clé pour battre ces croyances limitantes, c'est de décomposer, comme je viens de le faire, c'est les actions qu'il faut faire pour tendre vers l'objectif final, passer à l'action sur le truc le plus simple qui ne nous active pas émotionnellement, c'est-à-dire sur lequel, quand on y pense ou quand on visualise la chose, on n'a pas de ressenti négatif, le faire jusqu'à ce qu'on devienne inconsciemment incompétent, et une fois qu'on a ça, aller à l'étape juste au-dessus.
et continuer. Et c'est comme ça qu'à la fin, tu quittes ton job, tu crées ta boîte, tu embauches des prestats et ainsi de suite, quoi. Et tu te fais interviewer. Ouais, super. Donc, en gros, ça, c'est une technique aussi que tu utilises souvent pour sortir de ta zone de confort. À Ouais. chaque fois, définir des petites actions qui t'impliquent pas émotionnellement. C'est Et ce que j'appelle la technique des divisions successives. Enfin, l'arbre de division successive. Parce qu'en fait, après, graphiquement, tu peux représenter sous la forme d'un arbre de division mathématique où tu mets ton objectif en haut, tu divises en 3 ou 4 étapes en dessous, tu vires ouais, les dernières, tu regardes que la première, tu divises en 3 ou 4, toujours 3 ou 4, pas plus. ouais. Ce qui s'appelle des macro-étapes. Par exemple, tu prends un truc, je veux créer ma boîte, ou attends, un truc encore plus abstrait. Donne-moi quelque chose d'abstrait, un truc qui semble impossible à faire. Euh, ben, pour l'instant, pour moi, c'est de créer ma boîte. Ouais, créer ta boîte. Ouais. Mais créer sa boîte, comment dire, c'est une formalité. Mais quel est l'objectif derrière, tu vois, Ben, le- vraiment transformer ma vie pour vivre ma vie idéale et sur le chemin aider des gens à le faire. Voilà. Donc, transformer ma vie pour vivre ma vie idéale, quoi. Donc, c'est ça l'objectif. Et donc, du coup, si tu t'appliques cet arbre de division successive, je veux dire, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour transformer ma vie et vivre ma vie idéale? Bah alors moi déjà, donc après je devais faire le travail moi, c'est bien sûr c'est un truc personnel, mais je dirais bah, déjà définir ce que c'est que ma vie idéale, Mm. trouver un moyen de le monétiser, c'est gagner de l'argent parce que sinon on va pas y arriver. Et troisièmement, trouver un moyen de le transmettre, sachant que peut-être les deux vont s'intercaler, je sais pas trop comment. Bon, j'oublie trouver un moyen de gagner de l'argent, comment le transmettre, j'oublie totalement. J'ai définir ce que c'est que ma vie idéale, déjà comprendre ça. Donc définir ce que c'est que ma vie idéale, hop, première étape, me poser la question de qu'est-ce que je veux, Mm. c'est quoi mon truc? Deuxièmement, comment est-ce que je peux, avec ce que j'ai identifié là, le mettre dans un rythme de vie quotidien qui est réaliste et tout? Et troisième étape, je ne sais pas encore. Première étape, qu'est-ce que je veux? Ok, qu'est-ce que je veux? Comment est-ce que je peux faire pour savoir ce que je veux? Et bien là, moi, ce que je ferais par exemple, c'est me mettre devant une feuille blanche et écrire ce que j'appelle la journée moyenne idéale. Ça, c'est aussi dans le développement personnel par l'action, où on raconte en fait, à la manière d'un roman, sa vie idéale au jour le jour et on crée une journée moyenne qu'on pourrait reproduire à l'infini sans jamais s'ennuyer, ce que j'appelle l'ensemble de routines qui nous plaît tout le temps. Et une fois qu'on a ces trucs-là, on se dit, est-ce que je suis activé émotionnellement? Est-ce que ça m'ennuie de prendre une feuille de papier et d'écrire cette journée-là? Donc généralement, la réponse est non. Enfin, en tout cas, pour moi, là, quand je le fais l'exercice rapidement, c'est non. Donc on a transformé comment créer ma société pour transformer ma vie, la vivre idéale et transmettre, et nanana, gagner de l'argent, être indépendant et libre, etc. En prendre une feuille blanche, écrire ce que c'est que mon jour moyen idéal, le poser sur un papier. Mm. Donc on a totalement enlevé toute la montagne, il reste juste la première petite pierre à poser, et donc ça fonctionne, tu vois. Et on fait Ouais. ça. Et en fait, quand on fait ça, on se focalise là-dessus, action, et on oublie tout le reste. Et dès qu'on a fini cette action-là, bah, on fait la suite, quoi. Et on Ok. continue comme ça. Et il y a un moment, il faudra trouver quelle société, déposer les statuts, etc. Mais ça vient après. Et quand on est au niveau justement de mettre en place sa vie idéale, enfin, t'as plusieurs choses enfin, j'ai plusieurs choses que j'aimerais bien faire chaque jour. Mhm. T'essayes de les mettre en place petit à petit. Euh, enfin, ouais, j'imagine qu'avec ton approche du pas à pas, c'est ce que tu conseilles de faire. Alors, c'est ce que j'appelle la création consciente d'habitudes de vie. Pour moi, bon, enfin, pas pour moi, ça c'est dans le dev perso, c'est un truc commun. On parle de 21 jours, moi je parle de 30 jours. Je dis, Mm. tu veux mettre en place une habitude de vie dans ta vie, c'est 30 jours. Et ensuite, je dis qu'il faut mettre une habitude en place, pas deux. Enfin, pas deux à la Ouais, fois. Donc, tu ouais, commences par une, puis deux, puis trois. Et il y a un petit, comment dire, une petite nuance là-dessus, c'est que si c'est pas dans le même domaine d'habitude, je vais expliquer ce que c'est que le domaine d'habitude, on peut en mettre deux en même temps. Par exemple, tu vas avoir une habitude professionnelle mm, et une habitude personnelle d'addiction, par exemple. Typiquement, il y a une personne qui veut créer une habitude de répondre aux mails tous les jours à 18 heures, par exemple, un créneau ouais, professionnel, et en parallèle, il a envie personnellement d'arrêter de fumer. Ces deux habitudes-là, elles ne se mangent pas. Il y en a une, elle est professionnelle, l'autre, elle est personnelle. Donc, pourquoi pas, on peut les mettre ensemble en même temps. Donc, on va créer. Donc, après, il y a un process pour créer des habitudes bon, ce sera dans le bouquin, tout ça.
Mais bon, on n'est pas là pour parler du bouquin, je te présente juste les axes, du coup. Et donc, du coup, on va créer cette habitude pendant 30 jours. Et une fois qu'on a fait les 30 jours, on va passer à la suivante dans le même domaine. Donc, par exemple, les mails à 18 h, et puis après, on va faire autre chose. Je sais pas, moi, le matin, je veux euh, que tous les matins ou tous les mardis matins, je sois en création de formation en ligne, par exemple, si on est dans le business Internet. Par contre, s'il y a une personne qui veut arrêter de fumer et mincir, par exemple. Ouais. Deux objectifs personnels, deux objectifs liés dans le même domaine, les addictions. Là, niet, on ne les met pas en même temps. Donc qu'est-ce qu'on fait? On priorise. Qu'est-ce qui me nuit le plus? Est-ce que c'est d'être mon reflet dans la glace parce que je me trouve trop grasse ou trop gros et je m'aime pas? Ou est-ce que c'est le fait de fumer tout le temps et de me dire que je nuis à ma santé et tout ça? Donc quel est le truc qui me fait le plus mal? Et là, on utilise la projection négative. C'est-à-dire, si je me projette dans 40 ans que j'ai continué de fumer, qu'est-ce que je ressens? Si je me projette dans 40 ans et que j'ai continué de manger, qu'est-ce que je ressens? Et quelle est la douleur maximale? Je Mm. peux te dire, ça va vite, hein, généralement. Ouais. Et du coup, bah, tu peux le faire pareil dans le professionnel, hein. Si je me bon, pas dans 40 ans, mais si je me projette dans 3 mois, que j'ai toujours du problème, tu reprends les exemples création de formation en ligne et email. J'ai toujours du mal à répondre aux emails, à quel point ça m'ennuie, ça m'emmerde au quotidien, vraiment, on emploie des gros mots et on pèse l'émotion. Et de l'autre côté, j'ai pas créé ma formation en ligne. Dans 3 mois, émotionnellement, qu'est-ce que ça me provoque? Il y en a un qui va se dire, j'en peux plus des emails, c'est pas possible, tous les jours, machin, ça m'envahit de la tête. Et l'autre qui va dire, ah ouais, mais j'en peux plus de la formation, j'arrive pas à gagner d'argent, faut que je crée cette formation. Et comme ça, on va créer l'habitude de vie qui est la plus prioritaire. Et on va mettre 30 jours par domaine. Donc on va commencer par la formation en ligne, ensuite les emails, et peut-être en parallèle par arrêter de fumer, et ensuite la perte de poids. Et donc on a différents aspects comme ça, différents domaines, professionnels, personnels, social, spirituel. Donc social, trouver l'amour, ou trouver des amis, ou trouver des groupes autour de ses passions, comme la, je sais pas, la photo, la danse, etc. Et spirituel, méditer, faire du yoga, des étirements en conscience, lire des bouquins sur de la spiritualité, etc. Et donc on peut comme ça, toujours de façon très pragmatique, se dire, ok, je vais développer. Alors quand on est vraiment dans le dev perso, qu'on a du temps, un peu ce que je fais moi, on va pouvoir développer une habitude dans les 4 domaines en même temps à chaque fois. Et peu à peu créer sa vie idéale, qui est juste une succession d'habitudes qu'on a envie de faire tous les jours. Et donc tu fais ça, tu fais ce processus tous les mois et tous les mois tu te crées de nouveaux challenges, de nouveaux objectifs? Alors, c'est pas aussi régulier que ça. On va dire la théorie dirait oui, tous les mois, il faut faire ça. Moi, aujourd'hui, je suis bien. Moi. Tu vois, je me lève, j'ai mes rituels, je fais mon sport tous les jours. Donc, je suis dans une salle de sport, je fais de la musculation. Et en fait, après, quand tu as stabilisé ta journée moyenne idéale, aujourd'hui, ma journée moyenne idéale, honnêtement, je l'ai. C'est-à-dire que j'ai pas je fais pas partie des gens qui veulent voyager autour du monde ou qui sont des nomades digitaux à temps complet, qui font des stories et tout. Je suis pas très présent sur les réseaux, tout ça, j'aime pas trop ça. Euh, Moi, je suis dans mon petit appartement à Paris que j'ai vraiment fait à mon image, où il y a Mm. tout ce que j'aime dedans. Et aussi bien des jeux vidéo que des trucs spirituels, que des photos, vraiment des trucs à mon image, à moi. Il y a beaucoup de gens qui, d'ailleurs, qui s'enferment dans un délire de il faut des trucs comme ça parce que les gens ont ça. Ou il faut que je parte à Ouais. l'étranger parce que les gens font ça. Mais non, faites vraiment ce que vous voulez. Donc moi, et j'ai mis du temps à faire ça. Hein. Il y a un livre qui m'a beaucoup aidé qui s'appelle La magie du rangement Ouais. de Marie Kondo, je crois, Ok. qui te dit que si en gros c'est le bordel dans ta tête, ce sera le bordel dans ton intérieur. Et si tu ranges ton intérieur chez toi, tu vas ranger aussi ta tête. Mm. Et c'est intéressant de faire son appart vraiment qui reflète sa personnalité et soi-même. Et donc moi, aujourd'hui, j'ai construit ça. Donc du coup, après, les habitudes que je crée, c'est plus de l'évolution par rapport à l'habitude d'avant. C'est-à-dire, je les remplace. Je fais plus de la création de nouvelles habitudes parce qu'il y a un moment dans ta journée, bah, c'est 24 heures une journée. Puis tu es éveillé pendant 12 heures. Donc Mm. moi, j'ai mes habitudes sur toute ma journée, à peu près. Et en fait, je vais les améliorer. Donc après, c'est plus de l'amélioration. Donc typiquement, si on prend un truc vraiment pragmatique, au sport, toutes les 6 semaines, alors je fonctionne sur 6 semaines là-dessus, je vais changer mon programme de muscu, parce que Mm. je suis passionné de ça. Donc je vais l'améliorer pour progresser un peu plus. Et ensuite, si on prend le travail, je vais toutes les... J'aime bien fonctionner aussi sous 90 jours, donc sur 3 mois. Parce qu'il y a un moment, tu peux pas améliorer les trucs tous les 30 jours. Tu vois, c'est pas Ouais. possible, c'est déjà Ouais. vachement bien. Ouais, moi Mais je tous suis les plus sur 80... 90 jours. Ouais, Ouais. ça marche bien 90 jours. En fait, au début, il faut être tous les 30 jours, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, ça va vite. Quand tu commences à être stable dans un domaine, c'est tous les 90 jours à peu près.
C'est bien, ça fait une remise en question quand même tous les 3 mois, c'est bien. Et donc, je vais regarder les process de mon entreprise et je vais toujours m'intéresser à... Moi, ma valeur fondamentale, c'est la liberté. Donc, qu'est-ce que je peux déléguer de plus? Alors, en premier, la première question que je me pose tous les 3 mois, c'est qu'est-ce que je peux automatiser de plus? Mm. Et si je trouve rien à automatiser de plus, c'est qu'est-ce que je peux déléguer de plus? Et donc, comme ça, je mets les process en place. Et donc, ça, c'est la manière de le faire dans le professionnel. Ce qu'il faut aussi faire au quotidien, si tu veux bien vivre, c'est dès que tu fais une action, alors faut être maître de son temps et de son travail pour faire ça, parce que si tu es salarié, c'est un peu plus compliqué. Mais quand tu fais quelque chose, tu te dis, est-ce que c'est vraiment à moi de faire ça? Est-ce que c'est à moi de faire ça? C'est-à-dire, est-ce que ça me plaît vraiment? Est-ce que dans ma société, dans ma structure, faire ça, j'ai une valeur ajoutée où il n'y a que moi qui peux le faire, ou est-ce que je peux le déléguer, par exemple? Et quand c'est comme ça, bah, tu le délègues pas tout de suite, sinon tu vas commencer à partir dans tous les sens. Tu notes ça dans une liste. Je fonctionne pas mal avec des listes, moi. Et quand c'est venu le moment, tous les 3 mois ou tous les mois, tu regardes cette liste-là et tu te dis, OK, ça là, j'avais écrit qu'il fallait que je le délègue, je vais le faire. Par exemple, en ce moment, je suis en train de développer sur mon site des séances d'auto-hypnose que j'appelle l'auto-hypnose amplifiée. Donc, je vais voir des hypnothérapeutes physiquement avec mon micro, je les enregistre, j'enregistre leur voix, et ensuite je fais des montages audio, et ensuite je vends ces séances sur mon site. Pour faire ces montages audio, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de récupérer le fichier brut de la voix, enlever les bruits de bouche, enlever les bruits de fond, enrichir un peu la voix, etc. Et faire le script complet, nickel, avec la voix, quoi. Ça, je l'ai fait pour les 2 premières séances qui sont sur mon site. Et là, je vais en tourner 7 autres bientôt. Mm. Donc, ça va se faire dans les mois qui viennent. La première, c'est demain. Là, la prochaine, c'est demain. Et bah, par exemple, je me suis dit, est-ce que nettoyer le fichier audio, j'ai vraiment une plus-value à le faire? Non. Je suis pas ingénieur du son, donc je sais le faire parce que j'ai appris en suivant des tutoriaux sur YouTube, mais j'ai pas une vraie plus-value à faire ça. Donc, je vais améliorer mes process, mes habitudes en disant ça, je le ferai plus, ce sera plus une habitude de travail. Je vais le déléguer à quelqu'un qui va en plus se charger des sets suivants quand ils sont tournés, et donc je vais avoir un nouveau prestataire de service pour ça. Donc c'est comme ça qu'on avance après au fur et à mesure. Ouais, ouais. Ok. Ouais, c'est super. Euh, et donc, peut-être pour finir, est-ce que tu aurais un conseil pour être confiant en soi-même et avancer comme ça positivement dans la vie, comme tu le montres souvent dans ta chaîne YouTube? Alors, être confiant, il faut toujours, comment dire, quand je dis je veux être confiant, faut voir par rapport à quoi. Parce que on peut être confiant, tu as la confiance personnelle, la confiance dans le milieu professionnel, la confiance en amour, la confiance pour parler en public, donc pas oratoire, mais c'est extraverti. La confiance, c'est ce que je suis à l'aise quand je suis introverti, donc dans ma capacité à analyser les choses, cerveau gauche, cerveau droit, etc. Donc déjà, il faut savoir, il faut prioriser les Ouais, choses. ouais, ouais. La personne qui dit je veux avoir confiance en moi, généralement, va être totalement perdue parce qu'elle va se dire je sais pas, j'ai pas confiance en moi, mais elle sait même pas où est-ce qu'elle veut avoir confiance en elle. Et c'est toujours pareil. Donc en fait, c'est un peu tout ce qu'on a dit dans cette interview, c'est prioriser. Qu'est-ce qui me cause le plus de problèmes? Est-ce que c'est l'aspect social, mon aspect analytique, je me sens con? Est-ce que c'est mon aspect social, c'est je sais pas parler aux gens, m'embête trop. Analytique, c'est je me sens bête quand je réfléchis. Sportif, j'ai l'impression d'être nul quand je cours, je suis soufflé en 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Bon, spirituel, c'est pas un besoin qui vient au début. Spirituel, c'est après, je me sens pas aligné par rapport à ce que je fais tous les jours. Ça, c'est pas quelque chose qui vient au début, ça vient après. Euh, Physique, quand je me regarde dans la glace, je me trouve vraiment pas jolie. Qu'est-ce qui m'embête le plus? Faut vraiment, et faire des projections, se faire mal. Enfin, vraiment se projeter, se dire, si je continue à me dire que je suis bête, ça m'embête vraiment. Mais est-ce que ça m'embête plus que quand je me regarde dans la glace et que je suis pas beau? On voit très bien les parcours de vie différents. Quand on regarde on va faire des caricatures. Quand on prend une fille sur Instagram qui a 20 ans, qui est super mignonne, avec les seins refaits et qui a 8 millions de followers, qui est multimillionnaire parce qu'elle a réussi dans son domaine, quand elle s'est posé la question à un moment, est-ce que ça m'embête d'être nulle en maths à l'école ou de pas être jolie quand je me regarde dans la glace, et qu'elle a fait une projection à 40 ans, elle l'a peut-être pas fait consciemment, mais en tout cas, il y a un schéma qui s'est passé comme ça dans sa tête, bah, elle voulait juste être jolie. En fait, il n'y a aucun jugement derrière. C'est juste que il y a des personnes qui vont suivre des chemins différents. Et au final, ils vont tous atteindre la liberté. Quand on parle de l'Instagrammeuse
de 20 ans, super mignonne, qui est multimillionnaire et qui est suivie par 8 millions de personnes, elle est encore plus libre que moi, tu vois. Ouais. Et de l'autre côté, si on prend, comment il s'appelle, Elon Musk qui a fait Tesla et qui va envoyer des fusées sur Mars, je pense que quand il était au lycée, il n'en avait absolument rien à faire de à quoi il ressemblait. Par contre, lui, ce qu'il voulait, c'est être le meilleur en mathématiques ou autre. Donc, avoir confiance en soi, déjà, il faut se dire, dans les différentes dimensions de l'être qui existent, c'est où j'ai vraiment envie, moi, d'être le plus confiance en moi. Ensuite, une fois qu'on a identifié ça, faire un choix. Donc, ça devient un choix rationnel. Du coup, c'est moi qui le veux, c'est pas l'extérieur. C'est pas ma famille qui veut que je sois propriétaire d'un job, d'un appart, un truc comme ça. C'est vraiment un truc que moi j'ai envie de faire. Et ensuite, quelle est la première action, donc en faisant l'arbre de division successive, qui Ouais. va me permettre de tendre doucement vers cet idéal de vie. Et on le voit, hein, tous les jeunes aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus au fait de ça, qui se lancent sur YouTube, qui se lancent sur Instagram, etc. Il y en a qui vont parler avec conviction et passion et qui vont être animés au fond d'eux. Eux, ils font un choix rationnel et on sent, on le voit, hein, qu'ils sont sur leur voie et ils réussissent. Et les autres, on en voit plein qui sont un peu plus désalignés, on va dire. Alors, Ouais. ça veut pas dire que c'est pas leur voie, ça veut dire qu'ils sont pas encore prêts, ou alors c'est pas leur voie. Soit ils font ça par effet de mode, soit il leur faudra encore du temps pour croître. Et si tu regardes, c'est marrant, quand on est sur Internet, on peut regarder les archives. Si tu vas sur mes premières vidéos YouTube en 2013, je crois, Ouais. c'est pas le même Mathieu Vénis. Pas du tout le même Mathieu Vénis. Ça veut pas dire que c'était pas ma voix, ça veut dire que j'étais pas encore prêt. Et après, bah, c'est cette succession de petits choix, de petites actions qui vont faire que bah, on va petit à petit tendre vers ce qu'on veut. Et il faut vraiment, il y a une phrase aussi qu'on répète souvent, c'est faut pas faire ça pour le but, mais faut aimer le chemin pour Ouais. atteindre le but. Et c'est vraiment vrai. Et à chaque fois qu'on me répétait ça, quand je débutais, je disais, vas-y, donne-moi les secrets, arrête de me répéter de la philosophie à la con auquel tu crois pas, tu vois. Mais en fait, non. C'est hyper vrai, parce que si on prend du plaisir dans les petites choses du quotidien, en fait, on va jamais se lasser et on va persévérer jusqu'à réussir. Il faut persévérer jusqu'à ce que la réussite soit la seule chose possible qui puisse arriver. Mais ça peut être très très long. Ça peut être, on dit que généralement on réussit en 10 ans à peu près. C'est à peu près ça ce qu'on donne. Alors quand on regarde sur Internet, on dit il a réussi en 3 mois, gagné 1 million d'euros, etc. Mais ça c'est du bullshit, c'est faux. C'est juste qu'ils ont des partenaires, ou ils sont encadrés par des mentors, ou ils ont des gens qui leur prennent 70% parce ils ont une casquette d'éditeur, etc. Enfin, il y a toujours un truc à décoder derrière. Mais chaque personne, généralement, il lui faut 10 ans pour réussir. Donc moi, tu vois, je me suis lancé en 2012, ça fait 7 ans. Ouais. Et là, on voit que la courbe, elle est vraiment comme ça. Mais ça fait à peu près. Bah, tu avais vu l'interview avec Thomas Gazio, Oui. l'interview Oui. s'appelle Le Switch Mental, ce qui t'a donné envie de m'interviewer après derrière. Cette interview, on l'a fait il y a 6 mois, je crois, quelque chose comme ça, 7 mois. Ouais, c'était à peu près ça. Ouais. Ouais. Et donc on faisait cette interview sur l'année qui venait de se passer. Où j'expliquais, le switch mental s'est passé il y a 1 an, et on reparcourait tout ça pour dire c'est une rampe de lancement. Donc si tu te dis qu'aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que ça s'est passé, ce vrai switch mental, donc il est dans la tête, hein, et que je te dis que ça fait donc 7 ans que j'ai lancé mon site, donc tu fais 7 ans moins 1 an et demi, tu arrives à 5 ans et demi. Ça veut dire que quand même pendant 5 ans et demi, il fallait que j'aime le chemin et que tous les jours je fasse des petits choix, tous les jours je continue d'y croire, tous les jours j'avance, etc. Ça se fait pas comme ça, et après on dit que ça met 10 ans. Donc là maintenant je suis sur la rampe de lancement, ça progresse à une vitesse vertigineuse, je vais écrire le bouquin, etc. Ça va très très vite. Et après, normalement, ça va atteindre son apogée à 10 ans, et après tu refais tes choix. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es bien comme ça? Tu stabilises, tu continues de grossir, etc. Donc c'est vraiment ce. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ouais, ouais, Ouais. c'est super, ouais. Ouais. C'est bien? Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est parfait alors. Ok. Ça fait déjà 40 minutes, donc Ah, on va s'arrêter là pour cette interview d'aujourd'hui. j'ai dit Et que je parlais beaucoup. ouais, oui. Mais j'aimerais bien juste résumer, parce que je trouve que tu nous as donné des choses importantes avec les choix rationnels et rationalisés. Euh, Rationalisation. Rationalisation, Mais c'est la même chose, hein. ouais. D'avancer petit à petit avec des petites actions qui ne nous rendent pas inconfortables et apprécier le chemin parce que il est long mais chaque jour si on l'apprécie c'est superbe. Et il y a un truc aussi vraiment important, c'est avant le choix, prioriser. Ouais, Prioriser. Et c'est un truc qu'on n'entend pas sur le dev perso en se faisant mal. C'est vraiment la projection négative, j'insiste là-dessus, on n'en parle jamais, on parle que de projection positive. Moi, je pratique la projection négative qui est bien plus puissante. C'est-à-dire, si voilà, j'ai 4 choix à faire, 4 chemins qui se déroulent devant moi, lequel me fait le plus souffrir si je le ouais, fais pas? Et c'est vraiment
c'est peut-être la clé de l'interview à retenir pour les gens qui n'arrivent pas à faire des choix. C'est vraiment ça. Le truc qui me fait le plus souffrir, c'est celui-là que je dois adresser en premier. Et pas ce qu'on pense être bien, parce que c'est beaucoup plus facile de savoir ce qui nous fait souffrir que ce qui est bon pour nous. Ouais, 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 ouais. Ouais, Voilà. j'utilisais pas ça encore, mais merci pour Essaye, tu l'astuce. verras. Ouais, ok, super. Bon, bah, merci Mathieu pour cette interview, et puis à bientôt. Au revoir. Avec plaisir, à bientôt.